Mélanie, bonjour à tous. Je suis vraiment très heureuse. Voilà, ça compte pour moi d'être parmi vous ce matin et voilà, de vous partager mes réflexions et mes questionnements aussi sur ces thématiques qui m'intéressent depuis un certain nombre d'années maintenant. En fait, il y a eu 3 temps, rapidement pour situer mon parcours. Une formation, une expérience en droit des affaires assez classique, puis la rencontre avec le droit réglementaire et l'environnement. Et dernier temps, c'est celui de la médiation, des modes amiables et de la coopération. Et mon propos, c'est de vous partager aussi comment, dans votre cheminement, l'ensemble de ces éléments peuvent s'articuler et être au service de vos entreprises et de leur transformation. Donc merci infiniment à Chloé qui est là et à Mélanie pour leur invitation. Je voudrais partager avec vous 3 points. Dans cette idée de repenser l'entreprise à l'aune des enjeux réglementaires, ça veut dire, et ça a déjà été évoqué, qu'il convient également de changer de regard sur la réglementation ou le droit. Le droit est souvent perçu comme une contrainte, ça peut être aussi un levier, un outil d'innovation assez formidable par rapport aux enjeux auxquels nos sociétés sont confrontées et vos entreprises également. 3 points, c'est-à-dire il va falloir prendre des décisions, on vous le dit, mais avant de décider, il faut savoir connaître. Donc la question c'est, est-ce que vous savez quel est le statut de l'environnement dans notre droit ? Question, l'entreprise, on vous demande beaucoup de choses. Doit-elle assumer ses responsabilités ou se responsabiliser ? Où est la nuance ? Et dernier point, ça c'est l'avenir, puisqu'on parle de générations futures aussi. Est-ce qu'on va pouvoir encore continuer en silo et cliver les enjeux de santé et d'environnement ? Et jusqu'à quand ? Je me suis interrogée quand j'ai préparé cette intervention sur vos motivations. Alors là, on est dans une audience de gens engagés et c'est toujours très agréable, mais il m'arrive aussi très souvent de rencontrer des personnes qui sont plus dubitatives ou dans le doute. Et donc la question c'est quels sont les drivers en fait pour aller vers ce changement. Quand on est avocat, les drivers qu'on mobilise c'est souvent ceux du risque. Et les risques, ils ont déjà été évoqués, ils sont concrets, matériels, naturels, climatiques, ils sont aussi juridiques et je vais vous les expliquer. Et il y a une corrélation aujourd'hui entre le juridique et le réputationnel. Donc j'aime bien cette citation de Warren Buffett qui est de dire, voilà, pensez aux enjeux en termes de réputation et au pouvoir destructeur aussi de vos engagements et des valeurs que vous allez mettre en avant. Connaître, donc un petit temps d'épistémiologie du droit ou d'histoire du droit. Vous avez, alors c'est assez littéraire ma présentation, hein, je suis juriste, mais en même temps, voilà, la loi, c'est aussi la référence et c'est écrit, c'est aussi un élément de sécurité. Hein. Donc l'environnement, il a une définition dans notre droit qui est donnée par le Code de l'environnement, c'est l'article L110-1. Donc c'est intéressant de se rendre compte que d'abord c'est une définition qui est assez complexe parce qu'on va viser plein d'éléments, l'air, l'eau, la biodiversité depuis peu, c'est une définition qui évolue en fonction des prises de conscience, des données scientifiques. Par contre, il y a un élément qui est important, il y a 2 éléments à retenir, c'est le fait que l'environnement est défini comme une chose et un patrimoine, mais un patrimoine commun. C'est le patrimoine commun de notre nation et c'est aussi au niveau international le patrimoine commun de l'humanité. Et puis, ça a déjà été évoqué, depuis peu, on reconnaît aussi que ce patrimoine génère des services écosystémiques qui ont des valeurs et des valeurs d'usage. L'environnement, là je vous donne sa définition par le code. Historiquement, il était pris en considération par notre code civil. Vous savez, ce petit bouquin rouge qui a été rédigé par les juristes, des juristes provençaux éminents, Portalis et puis Napoléon. Et la vision, ce qui est intéressant, c'est de voir comment la vision a évolué en fait. Le code civil, la vision du code civil, c'est la propriété, c'est-à-dire que l'environnement est appropriable et toutes les ressources pour les lapins, les gibiers, le sol, ce qui est en deçà et au-dessus du sol. Et en même temps, dès le code napoléonien, on nous dit, mais attention, il y a des choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage va être régulé. Et des lois de police, en fait, vont veiller à cette régulation.
Des lois de police, c'est quoi? La loi pénale, c'est par exemple une loi de police. Ça veut dire que c'est l'ordre public et la force publique qui intervient. Ça veut dire que déjà, dans le Code civil, on introduisait cette notion donc de régulation. Alors, cette régulation, elle a par la suite évolué. Et effectivement, il y a un moment important, c'est les années 70. Alors, moi, je suis de cette génération des années 70 et c'est très intéressant pour moi de revisiter ce qui se passait quand, en fait, j'étais un bébé, voire une petite fille, parce que ça bougeait vraiment. Ça bougeait parce qu'il y avait des prises de conscience déjà. Il y avait les ouvrages de Rachel Carson, il y avait le Club de Rome, il y avait le rapport Meadows qui disait « Attention, là, ça ne va pas du tout, il va falloir agir ». Et il y avait des velléités de ce que la loi agisse. Et notamment la loi française qui était pionnière pour réguler vraiment l'environnement. Et il y avait aussi les grandes catastrophes, c'est la Mococo Cadiz, fin des années 70. Donc on voit que l'environnement est dégradé, qu'il y a des grandes pollutions et qu'il faut réparer l'environnement. Et en même temps, il y a les crises pétrolières, donc il y a une forme de statu quo pour véritablement qu'il y ait un point de bascule qui se fasse. Alors, en même temps, là récemment, ça bouge, et ça bouge véritablement, et le droit, en fait, est aussi vivant. Ça bouge parce qu'aujourd'hui, dans notre code civil, on nous dit que le préjudice écologique, il peut être réparé, mais en tant que tel, c'est pas nous, les humains, qui allons être réparés pour les conséquences de la pollution, par exemple, de la baie de la Bolle, là, avec l'affaire Erika, c'est l'environnement. On va travailler pour que les espèces soient réintroduites. Et ça, c'est le juge qui l'avait déjà dit dans la fameuse affaire Erika. Donc notre code civil reconnaît ce préjudice écologique et puis notre code civil vous interpelle puisqu'avec la loi Pacte, dans l'article 1833, il est dit que la société, au sens le groupement économique, doit être géré conformément à son intérêt social, dans une logique de profit, certes, mais aussi en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Ça veut dire que le pacte sociétaire, il intègre aussi l'environnement. Ça veut dire qu'il y a un nouvel acteur dans la protection de l'environnement, c'est vous, c'est vos sociétés. Quelle sera la suite ? La suite, c'est peut-être une nouvelle alliance, c'est que l'environnement, comme vous et moi, devienne un sujet de droit. Ça existe dans d'autres pays, en Équateur, en Bolivie, où ça va vraiment très loin puisque c'est inscrit dans la Constitution. Et puis, ça prend d'autres formes dans d'autres pays, c'est-à-dire que certains éléments de la nature, comme des fleuves, comme c'est le cas en Nouvelle-Zélande, sont dotés de droits, d'une personnalité juridique, ils ont même des avocats. Et les initiatives françaises existent. Un Parlement de la Loire a réfléchi à cet égard. On a des droits, une déclaration des droits d'un fleuve en Haute-Corse, et c'est aussi en projet tout près de nous pour le fleuve de l'Arc. Ça voudra dire qu'il faudra prendre en considération, comme ça a été évoqué, les usages de ces éléments, et il y aura effectivement des conséquences juridiques. C'est une véritable révolution copernicienne pour le monde du droit. Après vous avoir donc avisé de ce qu'était la place de l'environnement en droit, quel est le phénomène législatif aujourd'hui ? Le phénomène législatif, c'est l'inflation. Voilà, et ça ne cesse de proliférer. Il y a plus d'une centaine de textes au niveau du droit européen, puisque l'Europe a aussi voulu standardiser, harmoniser les réglementations en matière d'environnement, parce que l'idée, c'était d'assurer un même standard, en fait. Et ça aussi pour la qualité de vie de l'ensemble des citoyens européens, sans parler des problématiques de concurrence par rapport aux règles environnementales. Mais là, on pourra en reparler parce que je n'arriverai pas à dire tout ce que j'ai envie de dire, je sais. Donc, plus d'une centaine de textes parce qu'il y a eu des catastrophes, parce qu'il a fallu réagir, comme souvent c'est le cas dans le domaine de la loi, et des directives européennes sur différents champs, l'eau, l'habitat, les oiseaux, le règlement REACH, et j'y reviendrai, les gaz à effet de serre fluorés et bien d'autres. J'ai présenté sous forme de tableaux, mais même les tableaux n'arrivent pas à contenir en fait cette inflation. Il y a des textes spécifiques sur la transition énergétique, et en France, il y a un champ de la réglementation environnementale qui est très vaste, qui couvre plusieurs codes en fait, le code de l'environnement, le code de la santé publique, le code de la construction, avec voilà, différents domaines qui sont concernés, des obligations dans le domaine du bâtiment, de la pollution des sols, de l'eau, de la publicité aussi. Donc on en revient à mon propos initial qui est celui de la réputation, de la communication,
La communication est aussi saisie par le droit environnemental, sans parler des réglementations sectorielles dans le domaine des cosmétiques, des produits de consommation, dans le domaine de la mode, qui s'est quand même distingué aussi par certaines catastrophes. Je pense à l'effondrement du Rana Plaza, et puis par des problématiques aussi de fast fashion, de pollution chimique. Donc le textile est aussi appréhendé. Donc vous voyez la pléthore de textes. Et puis je suis allée un peu vite, mais je voulais aussi parler de l'automobile et voilà, des évolutions dans ce domaine-là. Autre phénomène particulièrement intéressant et passionnant pour l'avocate que je suis, c'est l'intervention du juge. Et donc j'ai une question pour vous. Est-ce que vous allez subir potentiellement la possibilité de subir des condamnations? Parce que le juge français, il est à fond dedans, si je puis dire, il est impliqué, et en plus il est challengé par les associations qui, pour certaines, sont dans une logique de zéro impunité. Et le juge, il sanctionne. Tout près de chez nous, vous ne le savez peut-être pas, mais le tribunal judiciaire de Marseille est spécialisé dans les questions environnementales. Il sanctionne, et ça va vous parler, il évalue. Et donc le montant de la réparation, maintenant, on a des techniques et des outils. On sait combien chiffrer. Là, dans la pollution du parc naturel des Calanques, c'est 350 000 €. Et le juge, il condamne aussi l'État, puisque c'est la fameuse affaire du siècle, l'a bien nommée, où, du fait du non-respect des engagements en matière de rejet des gaz à effet de serre, l'État est condamné sous astreinte, sous la pression des associations. On n'avait jamais vu ça. Et ça va vous parler aussi, on a ce phénomène de judiciarisation, de sanctions, alors même que la couverture assurantielle, qui était très complexe et très sophistiquée, se réduit. J'ai suivi une formation aux mines pendant la Covid, où il y avait une responsable de chez AXA, pour ne pas la nommer, qui nous expliquait que voilà, il y avait vraiment des investigations sur la couverture, et aujourd'hui les clauses d'assurance excluent la pandémie. La pandémie, du fait du Covid-19, c'est plus un cas de force majeure aujourd'hui. On est tous, finalement, amenés à être confrontés, à prendre des dispositions par rapport à un épisode et à une crise de ce type. Alors, choisir. Quelle est la voie ? La voie, c'est celle que, en fait, vous vivez tous au quotidien, c'est-à-dire décider, prendre des décisions, c'est votre vie en tant que chef d'entreprise, et participer à la construction d'un ordre juridique environnemental négocié. C'est-à-dire vous pouvez aussi produire de la norme qui soit protectrice de l'environnement, de la santé et de vos intérêts. J'ai entendu et j'ai vu là je trouve ça super, sur les dessins, des mots comme intelligence émotionnelle, comme coopération, voilà, c'est ça en fait, vous avez ces moyens-là. C'est l'éthique des affaires et l'éthique du conflit qui nous donnent ces outils. Les textes aujourd'hui, au travers notamment de la RSE, ils sont quelque part, on pourrait dire, moralisateurs. Effectivement, ils exigent des comportements de vigilance, des comportements de transparence. C'est la loi sur le devoir de vigilance qui vient réguler les excès de la mondialisation en disant ça suffit de délocaliser et de vous sentir à l'abri. Vous devez vérifier ce qui se passe chez vos sous-traitants, dans votre chaîne de valeur, sinon, devant le juge français, vous serez condamné. La directive CSRD dont vous avez entendu parler, elle dit maintenant vous allez améliorer votre reporting et trouver des indicateurs sur l'ensemble de vos engagements. On a beaucoup parlé d'indicateurs et c'est très intéressant. Et cette RSE, maintenant, on va attendre qu'elle soit sincère. C'est fini le bashing, parce qu'il y aura des sanctions. Et les sanctions, c'est aussi que tous ces rapports, je ne sais pas si vous le savez, ils vont être mis sur une plateforme disponible en ligne. C'est-à-dire que tout le monde va pouvoir se comparer et savoir ce que fait l'autre. Donc c'est vraiment un phénomène de transparence accrue, sans parler aussi du mécanisme et des phénomènes de compliance. Sans parler aussi, encore une fois, de ce qui se passe sur tout ce qui est de l'ordre des allégations. Donc c'est-à-dire vous allez devoir vous différencier, mais là aussi par une communication qui soit vertueuse. Donc voilà, les sanctions, les enjeux, ils sont là. Et les enjeux, c'est intéressant de voir que le levier judiciaire pourra être actionné et que les associations notamment pourront saisir le juge pour demander aux entreprises de mieux faire. Et là, le juge, il donne les opportunités de transformation.
Ces opportunités, elles viennent de 2 décisions du tribunal judiciaire de Paris, du juge des référés, qui a été saisi par les Amis de la Terre, les grandes ONG, sur le manquement et la carence de plan de vigilance de Total et de La Poste. Et le juge dit, attendez, moi, il y a des choses qui techniquement vont me dépasser, mais par contre, ce que je sais, et c'est prévu dans la loi, c'est que si vous n'avez pas des dispositifs de concertation réels et efficaces avec les parties prenantes, vous ne respectez pas la loi. Donc c'est bien que la voie, c'est celle de la négociation. Et le juge nous le dit. Et là, la voie de la négociation, ben, c'est super. Parce que ça, vous savez faire. Réunir, discuter, trouver des solutions, faire face aux enjeux, aux crises, vous savez faire. Voilà. Alors, il y a quand même quelques petits outils complémentaires qui viennent du champ spécifique de la médiation, dont il faut que vous sachiez qu'elle est aussi prévue par le Code civil. Donc, c'est des dispositifs et une méthodologie spécifique. Mais ça veut dire que vous allez mettre autour de la table des intérêts divergents et aussi l'environnement et les problématiques environnementales pour qu'elles soient représentées et que vous puissiez trouver des solutions durables et pérennes. Donc, on parlait de robustesse, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. C'est une voie pour moi, en tous les cas, d'aller chercher peut-être sur des failles des solutions pérennes et en intégrant aussi la temporalité des temps longs, des temps courts. Il y a des exemples concrets. Les exemples concrets, c'est le projet d'ITER, l'implantation des réacteurs de fission nucléaire, donc il y a plusieurs années maintenant. Alors, il n'est pas parfait, on pourrait en discuter. Il y avait des enjeux. Les enjeux, ça a été la question de la compensation. Pour s'implanter, ils ont dû détruire des forêts centenaires avec tous les impacts sur la biodiversité, pics prunes et puis autres espèces végétales. Bon, ils avaient bien sûr tout le monde, j'allais dire, sur le dos et le préfet compris. Ils ont mis en place dans les arrêtés préfectoraux un comité de concertation. C'était inscrit dans la loi quelque part. Ils ont mis en place donc ce comité, discuté avec l'ensemble des parties prenantes. Concrètement, ça a donné quoi ? Ils ont quasiment doublé le programme de compensation par rapport à ce qu'ils avaient prévu. Donc, ils ont racheté plus de terrains et surtout avec des terrains beaucoup plus riches en termes de biodiversité. Parce que l'exigence en termes de préservation, elle est montée d'un cran, terrains qui sont gérés par l'ONF. Donc, ils ont concrètement, puisqu'après, ces engagements ont été repris dans les arrêtés préfectoraux, en fait, ils ont fait du droit avec l'ensemble des parties prenantes. Dernier point, c'est la question que je voulais vous poser, c'est notre avenir réglementaire à tous. Et là, vous avez aussi un rôle à jouer. Quel sera-t-il ? Il y a un risque sur lequel moi je travaille depuis des années, qui est un risque invisible, qui est présent, c'est celui de la pollution chimique, qui est un risque invisible. Très récemment, le fonds d'indemnisation des pesticides a fait droit à la demande d'une famille qui a perdu sa petite fille de 12 ans d'une leucémie. La maman était fleuriste pour un grossiste et elle manipulait 43 pesticides. Et elle a ces mots, enfin je veux dire, il n'y a rien à dire après. Les fleurs sont des tueurs invisibles. Mais la question, c'est pourquoi ? Pourquoi ? Parce que dans nos textes, on a intégré un standard qui est celui de la dose journalière acceptable, c'était celui du nucléaire. C'est-à-dire, on sait qu'il y a des problématiques avec la chimie, mais à petite dose, ça ira. Donc on s'empoisonne à petite dose et il n'y a aucun débat démocratique là-dessus, puisque personne n'en parle. Sauf que désormais, les scientifiques ont montré que ce qui comptait, c'était l'effet cocktail, l'interaction en fait aussi avec les molécules. À quand, j'allais dire, un aggiornamento, une convention sur ce risque invisible ? Voilà. Comment va-t-il être pris en compte ? Alors certes, on a un règlement REACH, certes, on a dans les règlements sur les produits cosmétiques régulièrement une mise à jour de produits, de listes noires. Il y a des produits, là, les iloxanes, il faut savoir qu'ils nous aident à démêler nos cheveux, mais à quel prix ? À quel prix ? Alors, il y a des solutions, des pistes. Il y a un concept qui est très important et j'avais vraiment à cœur d'attirer votre attention là-dessus. C'est celui de la santé globale, One Health, et qui est particulièrement prégnant depuis la crise Covid-19, c'est-à-dire il y a des interactions entre santé environnementale, santé des animaux et santé humaine. Il y a des traités qui le prennent en considération, le plan national santé-environnement aussi, dans la lutte contre les perturbateurs endocriniens. C'est une voie, sans doute, qu'il faudra aller plus loin. La suite, c'est peut-être la reconnaissance d'un préjudice sanitaire, comme ça s'est passé pour le préjudice écologique.
Pour l'instant, le juge veille et il sanctionne. Il y a encore des décisions du Conseil d'État qui sanctionnent l'État parce que la pollution atmosphérique, en fait, elle expose l'ensemble de la population à des maladies. Donc voilà, il y a des sujets, il y a des engagements à porter. Comme ça a été dit, par le droit, par la négociation, quelque part, c'est des formes de contrats que les entreprises que vous êtes doivent passer avec l'ensemble des parties prenantes, mais c'est par un phénomène de bottom-up que les solutions, j'en suis convaincue, vont émerger. On a tous les outils. Les outils de coopération par la médiation, ils sont en place. Les outils juridiques, c'est cette idée de soft law ou de contrat, on sait faire aussi. Voilà. Et un peu en clin d'œil du positionnement que j'ai choisi et de l'action que je veux porter, qui est vraiment cette soft justice pour le bien commun, j'ai trouvé cette phrase de l'ancien PDG de Puma. Voilà. Donc, agir pour le durable, c'est pas que faire quelque part moins de mal, c'est aussi agir positivement pour le bien. Donc, je vous remercie infiniment de votre attention et je crois que j'ai tenu le timing. Merci. Merci pour la démonstration. Est-ce qu'il y a une question dans l'assemblée? On va voir s'il y a plusieurs questions. On va en prendre peut-être 2-3 d'un coup. Bonjour, merci pour votre présentation. Si je vais résumer aux questions en faire un raccourci, mais moi je comprends de votre présentation que le risque juridique lié à l'impact qu'on a sur l'environnement, il est mieux identifié aujourd'hui, mieux codifié et même mieux quantifié finalement, puisqu'à la fin on voit qu'il peut y avoir ça. Dans les comptes d'une entreprise, on peut provisionner des risques juridiques, on le fait déjà sur plein d'autres sujets. Dans l'expérience que vous avez eue sur ces points, est-ce que c'est une pratique qui commence à se répandre? Parce que c'est une façon aussi de faire émerger au travers d'indicateurs qui existent déjà, les indicateurs financiers d'une entreprise, son bilan, ce risque-là, est-ce que ça se fait? Parce que si le juge peut le quantifier, il est comptable aussi d'une certaine façon. D'accord, ok, je réponds, ok. Bonjour Maxime, Clément Rose. J'avais une question du coup sur comment le droit, finalement comme toute chose, peut jouer pour et en même temps contre. Je prends l'exemple d'un arrachage qu'il y avait eu d'un capitaine sur la Posidonie, amende prévue 350 000 €, finalement 20 000 €. Donc avec un bon avocat j'imagine, ou l'effet cocktail dont on parlait tout à l'heure, et comment est-ce que Rich typiquement avait permis, en changeant de serait-ce qu'un produit, un ingrédient dans la formule, faisait que l'ensemble de la procédure qui avait interdit cette formulation part à zéro, et du coup là, cette course que peut faire gagner le droit au fait de polluer. Dominique Grenade. Moi j'avais une question concernant un nouveau texte européen qui vient de sortir sur l'air et qui met en avant en fait, le fait de renforcer la possibilité pour le citoyen de faire des préjudices et d'être indemnisé. Et donc vous avez donné des exemples avec l'État qui a été condamné ou qui peut l'être. Mais ça c'est quand même une ligne force apparemment du droit européen. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, parce que je pense que ça peut changer effectivement le rapport au fond sur ces contentieux. Ok. Alors, sur la question relative donc à la provision comptable des risques de sanctions, telle que vous l'avez exposée, et je vais la reformuler. Aujourd'hui, dans mon expérience, la question du risque environnemental et de sa provision, elle va être traitée classiquement comme on va traiter une provision pour un contentieux. Voilà. Alors après, parfois il y a des précontentieux, notamment j'ai des dossiers où il y a des contrôles de l'Adréal et où on peut
voilà, réfléchir à la sanction est prévisible, et on n'en est pas encore dans une condamnation avérée. Ce que vous évoquez, en fait, c'est la question de l'évolution de la comptabilité et de la comptabilité verte, et c'est typiquement l'objet de la directive de la CSRD, en fait. C'est de traduire ces impacts de l'activité en matière comptable et financière. Donc ça peut être des démarches volontaires, de les traduire en allant plus loin par un système de comptabilité verte, ou alors le respect de cette CSRD qui pour l'instant ne concerne que les grandes entreprises, mais dont la question se pose de l'anticipation, notamment pour ceux d'entre vous qui sont en relation de sous-traitance avec ces grandes entreprises, parce que ce reporting et ces évaluations qui sont attendues, il ne faut pas se leurrer, ils vont vous les demander, ils vont vous les répercuter. Voilà. Et ça, il y a des outils, mais qui relèvent plus de la comptabilité. Vous savez aussi que en France, ce sont les commissaires aux comptes qui ont une certification en fait et qui vont pouvoir vérifier que la traduction de ces engagements est correcte par rapport aux normes comptables qui ont été adoptées. Je réponds à votre question. Voilà. La deuxième question, c'était le droit, il joue pour ou contre. Alors là, vous évoquez finalement l'échelle des sanctions et le recours au juge. Le droit, il est vivant. Le juge, il a aussi quelque part une appréciation qui lui appartient de la situation et globalement, il y a une évolution parce qu'il s'empare des dossiers, mais la façon dont il va appliquer la sanction, elle va dépendre aussi de ses convictions. C'est rare les sanctions quand même au niveau du droit pénal de l'environnement. C'est rare par exemple les peines d'emprisonnement. C'est encore une délinquance qui n'est pas sévèrement punie par le juge. Donc effectivement, on peut dire que le juge, il joue contre parce qu'il n'est pas suffisamment répressif. Après, vous avez évoqué un autre point qui est celui de Reach et de la possibilité finalement d'avoir, je dirais, des astuces réglementaires qui permettent de faire en sorte qu'une substance est maintenue alors qu'elle est nocive. Alors Reach, on pourrait en reparler. Reach, c'est vraiment pour moi emblématique d'un des aspects aussi de la formation du droit et au niveau du droit européen, c'est-à-dire c'est le lobby. Moi, concrètement, j'ai pu travailler sur la réglementation REACH à un certain moment de ma carrière parce que j'intervenais dans le domaine des plantes aromatiques et à parfum, des huiles essentielles, et il y a eu toute une question, peut-être vous l'avez suivi, sur est-ce qu'on applique ou pas cette réglementation à ces substances-là, voilà, qui sont certes des substances chimiques, mais voilà, avec quels enjeux, quelles proportions, etc. Donc effectivement, ces règles, et c'est un des écueils de la réglementation européenne, donc vous évoquiez la réglementation sur l'air, elles sont construites aussi par un jeu de négociation et de lobby. C'est pour ça que je vous parlais de l'effet cocktail et de l'enjeu démocratique, c'est-à-dire il faudrait vraiment qu'il y ait un débat démocratique au Parlement européen et aussi dans les parlements nationaux sur ces questions-là. Parce qu'en fait, on incorpore des annexes qui sont des annexes scientifiques, mais on ne discute pas de la relation entre la science et le droit. En revanche, et c'est là où le droit il joue toujours pour, il y a des grands principes en droit. Je vous ai parlé de la négociation du contrat, voilà, c'est inscrit dans nos codes, et il y a celui de la responsabilité. Et le droit de la responsabilité, comme pour le préjudice écologique, et je pense comme pour ce préjudice sanitaire, il vient dire que dès lors qu'il y a un dommage causé à autrui, il faut réparer. Voilà. Et donc, ces substances qui sont à un moment mises de côté, parce qu'il y a je vous l'ai dit, il y a des listes noires, des listes grises, parce qu'il y a des productions, il y a des enjeux économiques, à un moment, mais c'est un combat qui est plus long, et c'est là où il y a une question plus globale, c'est-à-dire qu'on a ce préjudice diffus qui contamine les populations et qui ne sera réparé que peut-être 20 ans ou 30 ans après. Et si vous regardez en fait les différents scandales, l'amiante, moi j'étais jeune avocate, je plaidais les dossiers de liquidation de réparation navale. Donc 10-15 ans après, on est toujours sur ces effets, sur ce temps long. Est-ce qu'on a encore le temps ? Voilà, je ne pense pas. Mais en tous les cas,
on a d'autres solutions, mais effectivement, même dans le droit, il y a des contradictions. Et la question sur les recours des justiciables sur la pollution de l'air, je ne l'ai pas cité, mais il y a déjà des actions possibles en droit français. Alors il faudra voir comment la transposition du droit européen se fait, parce que le droit européen, il ne s'applique pas forcément toujours d'un bloc, ça dépend, hein, je ne vais pas rentrer dans cette technique juridique, mais il y a une condamnation récente par la Cour d'appel de Montpellier pour des associations de riverains sur la pollution atmosphérique. Donc il y a des actions engagées aussi par des associations locales. Hein. L'activisme au niveau de l'air avec des médecins aussi, il est déjà présent. Après, c'est un peu tôt pour moi de vous dire quel sera l'impact de cette nouvelle réglementation parce qu'il faut attendre qu'elle soit transposée. Stéphanie, merci beaucoup. Merci à vous.